Et donc les objectifs de ce cours pour vous est de connaître la cinétique de la croissance fœtale et de connaître les facteurs qui influencent la croissance du fœtus. Donc une croissance harmonieuse du fœtus est le reflet de son bien-être au cours de la grossesse. Et il y a de nombreux facteurs qui sont impliqués dans cette croissance fœtale, que nous verrons dans ce cours et pour tout ce qui est cause placentaire dans le cours suivant. Un écart de croissance peut se faire dans les deux sens. Un excès de croissance s'appelle médicalement une macrosomie fœtale, alors qu'une insuffisance de croissance s'appelle une hypotrophie. Et ce sont des signes qui peuvent être le signe d'appel de pathologie fœtale, qu'elle soit d'origine fœtale même ou d'origine placentaire. Et nous allons donc donner quelques exemples de pathologies pouvant donner un retard de croissance ou une macrosomie. Alors, chez un nouveau-né, il est facile de déterminer l'âge qui est défini par la date de naissance. Sa biométrie est également facilement accessible par le poids du bébé, par sa taille qu'on peut mesurer, et on a des courbes de référence qui permettent d'évaluer la croissance du nouveau-né et ensuite de l'enfant. Chez le fœtus, on va voir que c'est un peu plus difficile. Tout d'abord, on définit deux âges dans cette période embryofœtale. La période embryonnaire qui va jusqu'à 8 semaines de développement, suivie donc de la période fœtale. Il y a également des courbes qui permettent de définir la croissance du fœtus, mais ces courbes, quand on a le fœtus et qu'on peut le mesurer, ce sont des paramètres qui sont accessibles. En revanche, en cours de grossesse, le fœtus est physiquement inaccessible et les mesures que l'on va avoir de ce fœtus, elles sont indirectes. On ne va par exemple pas pouvoir mesurer un fœtus en entier de la tête aux pieds, il est plié, et donc on va avoir d'autres mesures biométriques adaptées au fœtus en cours de grossesse, des mesures échographiques. Il faut en plus tenir compte, quand on estime la croissance du fœtus et qu'on veut savoir si oui ou non il y a un retard de croissance ou au contraire une macrosomie, tenir compte des variabilités individuelles. Les vitesses de croissance sont inégales d'un individu à l'autre, même en postnatal. Du calendrier de maturation. Donc, en effet, on peut se servir de la maturation des organes pour estimer l'âge du fœtus. Et l'installation des fonctions. La deuxième difficulté, c'est que non seulement il est inaccessible, mais qu'en plus, le début de cette grossesse doit être évalué. En général, ces critères-là aussi sont des critères indirects, puisqu'on se base sur, en général, la date des dernières règles, qui va donner un âge qu'on dit en obstétrique en semaine d'aménorrhée, semaine depuis la date des dernières règles. Et puis, on va avoir des mesures échographiques précoces de l'œuf qui vont permettre de dater le début de cette grossesse de façon, j'allais dire grossière. Il y a une fenêtre. Et plus cette estimation de l'âge de la grossesse est faite tôt, plus l'âge de la grossesse est précis. C'est-à-dire qu'il faut le faire dans les 5 à 6-7 semaines d'aménorrhée. Mais là encore, c'est une fenêtre. Donc je vous ai dit que le calendrier du développement comportait deux phases, une période embryonnaire. Donc arbitrairement, la période embryonnaire s'arrête à 8 semaines de développement, c'est-à-dire 10 semaines d'aménorrhée, puisqu'il y a en général 15 jours entre la date des dernières règles et la date de début de grossesse. Et pendant cette période, les critères pour dater un embryon se basent sur une classification d'embryologie humaine, qui est la classification de Carnegie. Je vais vous montrer ce que c'est que cette classification de Carnegie.
Elle comporte 23 stades de développement, donc ils sont classés de 1 à 23, et le stade 23 s'arrête donc à la fin de la 8 semaines de développement. Et en fait, dans ces stades de Carnegie, la classification en stade Carnegie, elle est basée à la fois sur des critères morphologiques externes, ce qu'on voit en regardant l'embryon de l'extérieur, et elle est également basée sur des critères morphologiques internes, c'est-à-dire l'apparition et la différenciation des différents organes. Il y a des stades qui sont effectivement accessibles, et puis il y a certains stades qui ne sont pas accessibles parce qu'on ne les voit jamais en embryologie humaine, on n'y a pas accès, soit parce que c'est trop tôt et on les a pas. Ce sont des embryons que l'on peut voir in vitro, quand on fait une fécondation in vitro, c'est à peu près jusqu'à 5 jours J5. En cas de fécondation in vitro, après on transplante l'embryon et on ne voit plus, on n'a plus accès à des embryons humains jusqu'à la phase où la femme sait qu'elle est enceinte, et éventuellement s'il y a eu une demande d'interruption volontaire de grossesse, on a pu accéder à des embryons humains issus d'interruption volontaire de grossesse, mais c'est au moins 15 jours après que la femme ait su qu'elle était enceinte et ait fait cette demande. Donc il y a tout un stade ici entre 7, 8, Carnegie 7 et 8, pour lequel tout ce qu'on connaît est basé sur l'observation de quelques très rares embryons. Quelles sont les différentes étapes du développement embryonnaire? Donc ce sont peut-être sans doute des rappels maintenant pour vous. La première semaine est marquée par la segmentation de l'embryon, qui va passer de stade une cellule au stade plusieurs cellules, jusqu'au stade 16 où il va passer au stade morulin. La deuxième semaine est marquée par l'implantation de cet embryon, sa nidation. La troisième semaine va être marquée par la gastrulation, mise en place des 3 feuillets embryonnaires. La quatrième semaine est marquée par la délimitation, c'est-à-dire l'embryon qui se sépare, délimite par rapport à ses annexes, futurs placenta, cordon ombilical. Et enfin, entre la 4e et la 8e semaine, c'est le stade de l'organogénèse, mise en place des organes et de leur différenciation. On a eu l'occasion, à Necker, de pouvoir récupérer des embryons issus d'interruption volontaire de grossesse pendant quelques années. Donc tout ça en accord avec la loi et évidemment avec l'accord des mamans pour récupérer le produit d'interruption de grossesse. Et donc les images que je vous montre maintenant, ce sont des images de vrais embryons humains qu'on a pu donc observer soit en microscopie standard, soit loupe binoculaire, soit en microscopie électronique. Et donc, il n'y a pas à noter, il y a juste à regarder. Voici les différents stades de Carnegie que je peux vous montrer. Le stade C9 est basé sur... on stade ces embryons C9 en comptant le nombre de somites, comme vous pouvez le voir ici. Il y a entre 1 et 3 paires de somites, et c'est le stade de la plaque neurale où se forme ici, vous voyez, au stade de gouttière neurale, avec un pôle céphalique qui est plus développé que le pôle caudal. Le stade C11 est marqué par la fermeture des neuropores. Ce que vous voyez ici, c'est un embryon en vue latérale, avec la tête ici et la queue ici. L'embryon a une queue humain aussi. Ce que vous voyez ici, c'est le développement du cœur qui a déjà fait son premier looping, son loop à droite. Ce que vous voyez ici, c'est la vésicule otique. Et en vue cette fois-ci de face, vous voyez les neuropores. Le tube neural s'est fermé. Ça a commencé dans la région cervicale et ça a progressé vers l'avant et l'arrière. Et ce que vous voyez ici, c'est les neuropores antérieurs et postérieurs qui sont en train de se fermer. À ce stade, l'embryon a 2 arcs pharyngés. Exemple de stade 14 de Carnegie, où là on voit à nouveau l'embryon en vue latérale, avec sa tête ici, son corps, et ici sa queue. Ce que vous voyez, c'est la formation ici du cœur. Il y a déjà les cavités ventriculaires et auriculaires, on est à J30 à peu près. La formation des bourgeons de membres supérieurs et inférieurs,
avec toujours un temps d'écart de développement entre les bourgeons de membres sup qui se développent plus rapidement que les bourgeons de membres inférieurs, avec un stade d'avance. Et ce que vous voyez derrière, c'est le cordon ombilical avec la vésicule vitelline et cette membrane qui entoure l'embryon, qui est l'amnios. À ce stade, vous pouvez voir ici la formation de 4 arcs pharyngés. Au stade Carnegie 16, on les date, je vous l'ai dit, sur des critères morphologiques externes aussi. Et ce que vous voyez ici, c'est la rétine qui commence à se pigmenter et on voit ici un peu de noir au niveau de l'œil. À l'intérieur, on voit un deuxième petit point, c'est la formation de la vésicule cristallinienne. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur la diapositive précédente, l'évolution des bourgeons de membres. Ici, on a un bourgeon de membre sup qui est déjà en palette, formation de 2 segments. Vous voyez l'étranglement qui est là, alors que le bourgeon de membre inférieur est encore sous forme de triangle sans palette. Stade suivant, stade C17, apparaissent les rayons de doigts. Vous voyez ici les rayons de doigts aux membres supérieurs, alors qu'aux membres inférieurs, on n'en a pas. Tant de décalage entre les deux membres sup et inf. Et sur l'embryon vu de face, ce que vous voyez ici, c'est la cavité buccale, la bouche, le bourgeon maxillaire, et ici les différents bourgeons de la face, bourgeon maxillaire, bourgeon nasal médian, bourgeon nasal externe, et c'est à ce stade ici, c'est ce stade qui est extrêmement très crucial, où il y a une formation, une fusion de ces bourgeons, et si la fusion de ces bourgeons ne se fait pas bien, ça va être à l'origine de fentes. Donc c'est à ce stade-là, c'est ce stade-là qui est le plus crucial pour la formation d'éventuelles fentes labiopalatines. Stade C22, c'est des stades qu'on a rarement après interruption volontaire de grossesse, parce qu'à ce moment-là, ça ne se fait plus avec un traitement médicamenteux, mais plutôt par aspiration. On a quand même pu obtenir quelques embryons. Et ce que vous voyez ici, c'est la formation des doigts et des orteils qui sont séparés avec un angle. D'ailleurs, la mesure de cet angle ici permet aussi de participer à la datation de l'embryon. Et ce que vous voyez, c'est qu'à ce stade 22, donc on est à 8 semaines de développement, on est encore en stade embryonnaire, la formation de l'oreille externe avec le pavillon de l'oreille ici. Formation également des paupières qui ne sont pas encore formées, qui vont se former à partir de ce stade-là. Parallèlement aux critères de morphologie externe que je vous ai montré, il y a des critères de morphologie interne. Je vous donne un exemple de coupe sagittale d'un embryon. Vous voyez ici le système nerveux central avec le prosencéphale, le mésencéphale, le rhombencéphale qui se poursuit avec la moelle, le tube neural. La coupe n'est plus parfaitement sagittale ici, mais on récupère la moelle en coupe transversale ici. Par exemple, ce que vous montre cette image, cette coupe sagittale, c'est ici l'apparition du bourgeon métanéphrique. Alors, vous voyez à l'intérieur, c'est le bourgeon urétéral, et ce qui est à l'extérieur ici, c'est le blastème métanéphrogène. Vous voyez également la formation du cœur, qui est déjà formé avec une paroi ventriculaire, et les oreillettes derrière. Tout ça au stade Carnegie 13, c'est-à-dire à 5-6 semaines de développement. Vous voyez que les critères de morphologie interne nous aident parfois à rectifier le stade. Une autre image qui est d'embryon un peu plus tardif, on est à 7 semaines de développement, et là par exemple vous voyez en coupe sagittale à nouveau, parasagittale ici et plutôt sagittale ici, l'apparition du bourgeon cérébelleux ici, rhombencéphale, ce qui va donner le cervelet dérive de cette structure ici. Également la cavité buccale avec la langue, la mandibule et ici le maxillaire. Et ce que vous voyez ici, c'est la formation de la fente, du palais. Ce que vous voyez ici, c'est les sommites et les formations des futures vertèbres. Vous voyez que, en fait, cet embryon,
à 8 semaines de développement est déjà entièrement formé. Et ce qui va se passer à partir de ce stade-là, donc le cœur, le foie, les gonades, les surrénales, ce qui va se passer à partir de ce stade-là jusqu'à entre 4 et 8 semaines de développement, c'est la maturation, l'organogénèse, la maturation de ces organes. À partir de 10 semaines d'aménorrhée, 8 semaines de développement, on parle donc de fœtus. Et vous savez qu'au cours d'une grossesse, en France, vont être préconisées 3 échographies. Ces 3 échographies sont les 3 échographies, on va dire, obligatoires. On peut rajouter une échographie à 7-8 semaines. Celle-ci n'est pas obligatoire. Elle est souhaitable, mais pas obligatoire. Elle permet d'affirmer la réalité de la grossesse, de préciser l'âge, surtout si on a vraiment besoin de connaître l'âge précis de la grossesse. Par exemple, parce qu'il va y avoir un geste qui va être effectué plus tard et que ce geste doit être effectué entre 12 et 13 semaines. Donc, on peut être amené à demander des échographies de datation. Elle va préciser également si la grossesse est bien intra-utérine et bien sûr dire le nombre de grossesses, est-ce qu'il s'agit d'une grossesse unique ou une grossesse multiple. Donc elle n'est plus cette échographie n'est pas obligatoire. Ensuite, la surveillance de la grossesse va se faire donc par échographie. Celles qui sont obligatoires, c'est celles de 12 semaines, celles entre 20 et 22 semaines au 2e trimestre et celles de 30-32 semaines au 3e trimestre. Les mouvements du fœtus commencent à 2 mois et demi, mais ne sont perceptibles qu'à partir du 4e mois. Et la surveillance de la grossesse, en dehors de ces échographies, va se faire cliniquement, donc soit par les sages-femmes, soit par un gynécologue ou un gynécologue obstétricien. Et la principale mesure qui va être faite pour estimer la croissance de ce fœtus va être la hauteur utérine. Donc la hauteur utérine va se mesurer et au cours de cette surveillance, elle peut, si cette hauteur utérine est insuffisante ou au contraire trop élevée, faire préconiser une échographie supplémentaire en suspectant un retard de croissance ou au contraire un bébé trop gros ou une hauteur utérine trop grosse en raison de trop de liquide amniotique, un hydramnios. Donc la première échographie obligatoire et fondamentale, c'est celle de 12-14 semaines. Si il n'y a pas eu d'échographie réalisée avant, elle va elle-même confirmer le nombre de grossesses et dire si c'est une grossesse unique ou multiple. Elle va confirmer la vitalité de la grossesse. Elle va surtout dépister certaines anomalies. Et en particulier, c'est la mesure de l'épaisseur de la clarté nucale qui est systématique et qui va permettre, en cas d'épaisseur anormale, donc une hyperclarté nucale, de dépister un risque possible d'anomalie chromosomique, en particulier un risque de trisomie 21. En réalité, ce dépistage maintenant des anomalies chromosomiques et de ce risque surtout qui a été bien calculé pour le risque de trisomie 21 est basé sur non seulement l'épaisseur de la clarté nucale, mais aussi sur une prise de sang qui va doser un certain nombre de marqueurs maternels, et enfin sur l'âge. Et donc c'est un risque combiné qui est fait de risque de trisomie 21, et si la femme se retrouve dans un risque accru, on va lui proposer de faire éventuellement un cariotype, un prélèvement pour réaliser le cariotype fœtal et voir si oui ou non il y a une anomalie chromosomique. Au 3e mois, donc tout ça, donc ça ne correspond pas à des échographies qui sont faites de façon systématique, mais les membres deviennent harmonieux. Les reins qui étaient
je vous le rappelle, initialement en position pelvienne, remontent en position lombaire et donc sont définitivement en place. Et les mouvements, même s'ils ne sont pas perceptibles par la maman, sont détectables à l'échographie et on peut être amené à, là encore, avoir dépister des anomalies chez un fœtus qui ne bouge pas et donc qui est immobile. Ça va souvent s'accompagner d'autres signes échographiques, notamment un fœtus qui va être en anasarque, qui va être rempli d'eau, associé à cet immobilisme fœtal. Je ne vais pas vous décrire toutes les mensurations, elles seront sur les diapositives, mais curieusement, et sans doute pour aider les médecins qui surveillent ces grossesses, à chaque fois, la taille de l'utérus est comparée souvent à un fruit, vous allez voir. Donc là, l'utérus a la taille à peu près d'un pamplemousse. Ce qu'il faut évidemment éviter en médecine, mais bon, c'est comme ça, et donc je vous l'ai mis. Au 4e mois, les premiers cheveux apparaissent, le squelette s'ossifie, l'activité cardiaque devient audible au stéthoscope et les reins sont fonctionnels. Les reins fonctionnels, c'est extrêmement important parce que l'urine qui est fabriquée par les reins fœtaux vont fabriquer le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé. Et la présence de ce liquide amniotique est indispensable à la croissance du fœtus. Et en effet, l'absence de liquide amniotique, quelle qu'en soit la cause, que ce soit par exemple une fissure, une rupture utérine ou des reins qui ne fonctionnent pas, va entraîner un défaut avoir des conséquences sur le développement du fœtus, sur sa croissance et sur sa mobilité. Donc à ce stade, l'utérus a une taille de noix de coco. Au 5e mois, la circulation sanguine qui s'est progressivement mise en place, on va le voir plus tard, s'étend à tout le corps. Et là, le fœtus déglutit. Il commence à avaler le liquide amniotique. Là encore, le fait que le fœtus déglutit, ça participe à sa nutrition, va pouvoir avoir des conséquences échographiques en cas d'absence de déglutition ou de défaut de déglutition. En effet, dans ce cas-là, il va y avoir une augmentation du liquide amniotique, ce qu'on appelle un hydramnios. Et l'hydramnios peut en effet être un signe d'appel d'un fœtus qui ne déglutit pas bien, quelle que soit la cause de cette absence de déglutition. L'utérus a le volume d'un melon. Au 6e mois, l'événement important dans le développement de ce fœtus, c'est que l'arbre bronchique est terminé, quasiment terminé. À partir de là, il va y avoir une maturation de l'arc bronchique, mais il est terminé. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'âge qui a été défini pour la viabilité du fœtus. Si un fœtus naît prématurément, à partir du 6e mois, il est possible de prendre en charge ce fœtus et essayer en néonatologie, puisque son arbre bronchique est terminé, qu'il peut respirer de façon autonome ou pas, mais en tout cas, on peut l'oxygéner, il est oxygénable. À ce stade, l'utérus a la taille d'une pastèque. Comme on n'a pas de fruit plus gros que la pastèque, ça va s'arrêter là. Donc au 7e mois, le fœtus avait fabriqué ses paupières et elles avaient fusionné. Elles vont s'ouvrir, ces paupières vont s'ouvrir au 7e mois. On sait qu'il entend les bruits. Et alors que qu'à l'échographie, les anomalies cérébrales sont celles qui sont détectables le plus tard possible parce que du fait du développement du cerveau, à ce terme-là,
les circonvolutions cérébrales sont suffisamment formées et nombreuses pour permettre éventuellement de dépister certaines malformations cérébrales. Donc, on va pouvoir, en cas de suspicion d'anomalie cérébrale qui a été dépistée à l'échographie, proposer de compléter l'exploration du fœtus par une IRM cérébrale anténatale. Les 2 derniers mois de la grossesse sont surtout marqués par l'accumulation de graisse. Le 8e mois notamment, le fœtus accumule 250 grammes de graisse par semaine en moyenne. Donc vous voyez que ça veut dire qu'il va prendre 1 kg. Et au 9e mois, il continue à former ses réserves avec 100 grammes de graisse par semaine. Et donc, cette diapositive vous montre que la croissance fœtale en termes de taille est surtout réalisée, c'est la croissance la plus importante est réalisée au cours du 2e trimestre, alors que la prise du poids du fœtus est surtout réalisée en fin de grossesse au cours du 3e trimestre. En effet, la composition corporelle du fœtus va changer tout au long de cette croissance, de sa maturation. Vous voyez que initialement, le fœtus est majoritairement, il est toujours majoritairement formé d'eau, 88% aux 23 semaines, et que cette composition en eau diminue jusqu'à terme, et le fœtus ne sera formé que de 70% d'eau. En d'autres termes, le poids sec du fœtus est de 12% à 23 semaines et il est de 30% à terme, le poids sec. Et ce poids sec, il va être composé de très peu de graisse à 23 semaines, 0,6, 3 sur 12, 3 grammes sur 12, alors qu'il va être à 40 semaines, ce poids sec constitué à moitié de graisse et à moitié d'autres de protéines. Donc cette diapositive vous rappelle les 3 échographies fœtales qui sont obligatoires et vous rappelle aussi, vous montre que ces 3 échographies n'ont pas les mêmes objectifs. L'échographie de 12 semaines a surtout pour but de confirmer la vitalité du fœtus et dépister les malformations très graves. C'est vrai qu'à 12 semaines, on peut déjà voir par exemple un fœtus qui a une anencéphalie, absence de développement anomalie de fermeture du tube neural, donc pas d'encéphale. On peut voir des grosses malformations, des gros retards de croissance intra-utérin, des fœtus qui sont très mal formés, mais elle a surtout pour objectif de mesurer la nuque et de dépister, dans le cadre du dépistage, du risque de trisomie 21. À 22 semaines, l'échographie est dite morphologique. C'est l'échographie morphologique. Elle va pouvoir regarder l'ensemble des organes et dépister des malformations, malformations cardiaques, malformations rénales, malformations des membres, en sachant que cette échographie morphologique peut malheureusement ne pas dépister les malformations cérébrales qui sont le plus tardives, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, c'est l'échographie de 32 semaines qui va avoir, malheureusement, c'est à cette échographie-là que vont être dépistées les malformations cérébrales. Elle a surtout pour but, quand tout se passe bien, de noter la position du fœtus pour préparer l'accouchement, la quantité de liquide amniotique et la position du placenta. Donc la régulation maintenant de cette croissance fœtale, elle est
factorielle et complexe. En effet, elle dépend de plusieurs facteurs, dont les facteurs maternels. À l'interface entre la mère et le fœtus, on verra tout à l'heure, il y a le placenta qui est extrêmement important pour la croissance du fœtus, non seulement parce qu'il est l'organe qui permet les échanges entre la mère et le fœtus et apporte les aliments, mais par la fonction propre du placenta, dont on va voir tout à l'heure, qu'il sécrète de nombreuses hormones et facteurs de croissance. Et enfin, il y a la croissance du fœtus dépend aussi de son propre patrimoine génétique, de ses propres facteurs de croissance qu'il sécrète. Et donc, il va y avoir des maladies génétiques du fœtus qui vont interférer avec sa croissance, entraîner un retard de croissance ou une avance naturelle. Et enfin, entre la mère, le placenta et le fœtus, il y a des facteurs environnementaux auxquels est soumis le fœtus et qui peuvent aussi interagir avec sa croissance. Alors, ce que vous devez retenir schématiquement, c'est qu'un retard de croissance précoce, dépisté au cours du 2e trimestre, va orienter surtout vers des facteurs fétaux, génétiques fétaux, alors que des facteurs placentaires ou nutritionnels vont surtout entraîner un retard de croissance tardif au 3e trimestre. Donc les causes qui sont recherchées ne sont pas les mêmes. On va commencer par la mère. Donc, tout d'abord, la mère est le contenant, j'allais dire. Et donc, il y a des contraintes physiques avec la capacité de cette maman, la capacité pelvienne. Il est sûr que le bassin d'une femme qui mesure 1m48 ou 1m50 n'est pas le même qu'une femme qui mesure 1m65 ou 70. Et puis, donc ça c'est dans les situations, j'allais dire, physiologiques, normales. Et puis il peut y avoir des malformations utérines qui vont entraîner des contraintes sur le développement du fœtus, comme par exemple des cloisons au niveau de ce fœtus, des utérus cloisonnés ou d'autres malformations utérines. On sait que la parité joue aussi et que le poids augmente, du fœtus augmente en fonction de sa position dans la fratrie. Évidemment, la nutrition de la mère va aussi agir sur la croissance du fœtus. Et on sait dans les deux sens, on sait qu'une prise de poids maternelle supérieure à 20 kg entraîne un risque de macrosomie. Et à l'inverse, un apport calorique insuffisant va évidemment diminuer, entraîner un retard de croissance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt au 3e trimestre. On sait que l'altitude joue aussi sur la croissance fœtale. Plus l'altitude est élevée, plus le poids de naissance est petit. Notamment la moyenne au Pérou qui était donnée montrait qu'il y avait une différence de 15% en raison de l'altitude, du poids de naissance des bébés. Il y a aussi des facteurs toxiques. Le tabac, l'alcool, certaines drogues peuvent entraîner des retards de croissance intra-utérin, et pas que d'ailleurs, mais en tout cas agir sur la croissance fœtale. Et enfin, les maladies maternelles elles-mêmes, l'hypertension artérielle va jouer sur la vascularisation du fœtus et entraîner un retard de croissance intra-utérin, alors qu'un diabète maternel, on en dira un mot, va au contraire entraîner soit des malformations, mais aussi une macrosomie fœtale. On va dire quelques mots sur le placenta, mais c'est l'objectif ça va être le cours suivant. Juste pour vous rappeler que le placenta est un organe vital après le 3e mois de grossesse. En effet, avant, ce sont les ovaires qui sont importants pour la vitalité du fœtus. En effet, si on fait une ovariectomie avant 3 mois, la grossesse s'arrête
alors que si on fait une ovariectomie après 3 mois, la grossesse se poursuit. Donc initialement, dans les premiers trimestres, ce sont les ovaires qui sont l'organe vital, j'allais dire. Et après 3 mois, c'est le placenta. De façon très schématique, un décollement du placenta peut entraîner une mort fœtale in utero. C'est des accidents qui peuvent survenir au cours de la grossesse. Les autres causes de mort fœtale in utero, qui sont malheureusement souvent inexpliquées quand elles sont tardives, près de la moitié des morts fœtales in utero tardives ne sont malheureusement pas expliquées, mais quand on trouve une cause, elle est le plus souvent placentaire, avec un placenta donc pathologique, dont je vous montrerai quelques exemples. En dehors des fonctions de transfert et d'échange, nous verrons également que le placenta a un rôle important de sécrétion et qu'il constitue une barrière dans les deux sens. Non seulement une barrière qui va permettre et faciliter les échanges entre la mère et le fœtus, mais une barrière qui va également protéger le fœtus de certaines agressions. Donc tout ça, c'est le cours suivant. On passe au fœtus, aux causes fœtales. On sait que la croissance du fœtus va être en partie génétiquement déterminée. Elle dépend aussi de la taille des parents. Devant un retard de croissance suspecté chez un fœtus, on va évidemment voir si les parents sont petits aussi, ou inversement, si devant une suspicion de macrosomie fœtale, on va regarder la taille des parents. Et on sait qu'il est également prédéterminé par le sexe, puisque le poids et la taille de naissance des garçons est supérieure à celle des filles. Concernant les facteurs fœtaux lui-même, le fœtus sécrète des facteurs de croissance, comme l'insuline ou l'insuline-like growth factor, IGF, dont on va parler. Et il y a également des hormones de croissance qui sont importantes pour la croissance et la maturation du fœtus, comme les hormones corticoïdes et les hormones thyroïdiennes. On va commencer par ces facteurs fœtaux, l'insuline, les facteurs de croissance, les hormones. Et donc l'insuline, ce que vous devez retenir, et qui peut être glissé comme question dans un QCM par exemple, mais c'est à retenir, c'est que l'insuline est d'origine fœtale. L'insuline du fœtus, elle n'est que d'origine fœtale. Il n'y a pas de passage de l'insuline maternelle vers le fœtus. Et donc on verra tout à l'heure que le diabète maternel qui entraîne une macrosomie, ce n'est pas le passage d'insuline, c'est la régulation de la glycémie, le sucre lui passant chez le fœtus. Le sucre passant, un diabète maternel déséquilibré va mettre le fœtus en hyperglycémie lui-même et va entraîner la synthèse d'insuline par le fœtus. Cette insuline, son mode d'action sur la croissance fœtale va être de favoriser le passage des nutriments, de stimuler la prolifération cellulaire et de stimuler la synthèse des IGF fœtaux. Alors, qu'est-ce que ce sont ces IGF qui sont également appelés les somatomédines? On sait qu'il en existe plusieurs, IGF1, IGF2, et elles ont toutes les deux des protéines de liaison communes, qui sont les IGF Binding Protein IGF-BP. Et elles ont chacune un récepteur spécifique, IGFR1, IGFR2. Leur fonction va être
d'agir sur la croissance fœtale en stimulant la multiplication cellulaire, la croissance cellulaire, la synthèse protéique et glucidique du fœtus. Et la principale voie de signalisation qui est impliquée qui passe par les IGF et IGFR, c'est la voie PI3K. Cette voie est très importante parce que c'est cette voie qui participe à la croissance du fœtus, et une dérégulation de cette voie par des mutations en amont ou en aval sont impliquées aujourd'hui en pathologie humaine et donnent des syndromes avec macrosomie fœtale. À l'inverse, des délétions chez le fœtus qui vont emporter IGF-1 ou leur récepteur, son récepteur, vont entraîner des retards de croissance intra-utérins. Donc IGF-1, notamment, est localisé sur le chromosome 12. Son récepteur est localisé sur le chromosome 15. Son rôle est à la fois dans la croissance du fœtus et du placenta, donc le fœtus sera petit, mais le placenta aussi. IGF-2 est localisé sur le chromosome 11 et il est soumis à empreinte. Vous savez ce que ça veut dire? Qui ne sait pas? Qui sait? Et donc en fait, il a une expression monoallélique paternelle, pré- et postnatale. Et c'est des dérégulations de l'expression d'IGF-2 qui vont être responsables de la macrosomie dans le cas du syndrome de Beckus-Widmann, qui est une anomalie de méthylation en 11p15. Les récepteurs d'IGF-2, il y a IGF-2R, il y a également le GPC3, qui est le glypican 3. Et de façon intéressante, des mutations dans GPC3 sont également responsables d'un syndrome malformatif avec macrosomie, qui est le syndrome de Simpson-Golabi-Bemel. Ce gène étant localisé sur le chromosome X, ce syndrome atteint les garçons uniquement. Donc voilà, la voie des IGF et leurs récepteurs sont importants pour la croissance fœtale et réellement impliqués en pathologie humaine. Les hormones qui vont également contrôler la croissance fœtale sont de nature variée et d'origine variée. Elles peuvent être fœtales, placentaires, maternelles ou, par exemple, pour les stéroïdes, avoir une triple origine. Donc c'est compliqué de vous les classer quelque part dans les causes fœtales, ou placentaires ou maternelles. Mais en tout cas, ces hormones stéroïdes participent à la croissance, sont indispensables à la croissance et à la bonne maturation fœtale, ainsi que des hormones peptidiques, comme l'hormone de croissance, l'hormone lactogène placentaire, l'hormone chorionique somato-mammotropique et l'hormone chorionique gonadotrope. Donc j'ai choisi de vous parler de ça dans le deuxième cours, de ces hormones. En résumé, il y a donc plusieurs facteurs dont dépendent la croissance et la maturation fœtale, qui contrôlent la croissance et la maturation fœtale, des conditions exogènes, environnementales, comme évidemment la nutrition maternelle, l'altitude, les toxiques, les facteurs maternels, des facteurs placentaires dont nous discuterons tout à l'heure, et des facteurs fœtaux dont les principales voies concernent l'insuline growth factor. Un écart de croissance va se faire par un écart par rapport aux normes de référence.
et peuvent révéler des situations à risque de pathologie chez le fœtus. La macrosomie est définie par une biométrie fœtale au-dessus de 2 ou 3 écart-types. En réalité, pour réellement parler de macrosomie, ou d'hypotrophie d'ailleurs, on se base sur 3 DS. Mais à partir de 3 DS, ça va quand même alerter. Il va y avoir un drapeau rouge. On va quand même surveiller aux différentes on va faire d'autres échographies rapprochées pour voir si cette macrosomie se confirme, ça augmente, s'aggrave et bascule de 2 à 3 pour parler de réellement macrosomie fœtale. Elle doit être harmonieuse, concerner l'ensemble du fœtus, ou asymétrique. Asymétrique dans les deux sens, c'est-à-dire être plutôt concerner le tronc, ou à l'inverse, quand on dit asymétrique, c'est réellement concerner un hémi-corps. Là encore, il y a des syndromes génétiques dans lesquels il y a des hémi-hypertrophies corporelles qui sont connues. Donc il faut définir cette biométrie fœtale en harmonieuse ou symétrique ou asymétrique pour pouvoir reconnaître et faire le bilan correct d'entités pathologiques qui vont avec. La première cause, et celle que vous devez connaître, c'est celle du diabète maternel. La première et la seule cause que vous devez connaître en termes de génétique, c'est le syndrome de Backus-Wiemann. Anomalie de méthylation en 11p13, qui va entraîner non seulement une avance naturelle, mais d'autres signes à l'échographie qui vont permettre de reconnaître ce syndrome, comme une macroglossie notamment, et un omphalocèle. Le retard de croissance intra-utérin, il est défini de la même façon, avec une biométrie inférieure au 3DS, au 3e percentile, à 3 écart-types. Mais évidemment, on va tirer la sonnette d'alarme quand on dépiste une croissance qui est à moins 2 DS. Là encore, elle peut être harmonieuse ou disharmonieuse. Et là, les pathologies sont extrêmement variables, puisqu'on a vu déjà que les causes pouvaient être maternelles, placentaires, fœtales. Je vais vous donner quelques exemples de causes fœtales de retard de croissance intra-utérin, puisque les causes placentaires, on les verra dans le cours suivant. La première cause de retard de croissance intra-utérin précoce, j'allais dire, c'est une anomalie chromosomique. Il y a beaucoup d'aneuploïdies qui peuvent s'accompagner de retard de croissance intra-utérin. C'est surtout la monosomie X, donc le syndrome de Turner, mais aussi d'autres trisomies, de nombreuses trisomies, la trisomie 13, la trisomie 18. La triploïdie entraîne un retard de croissance intra-utérin. Et il y a aussi beaucoup de délétions qui peuvent s'accompagner de retard de croissance intra-utérin. Je parle de micro-délétions. Il est hors de question de vous dire lesquelles et de vous faire un listing. Mais ce que ça implique à savoir pour vous, c'est que le retard de croissance intra-utérin est un signe d'appel possible d'une anomalie chromosomique et justifie la réalisation, en fonction du terme, soit d'une biopsie de trophoblaste si on est au premier trimestre, soit d'une amyosynthèse quand on est à 16 semaines d'aménorrhée ou plus, afin de réaliser le karyotype du bébé. De plus en plus, si le karyotype est normal ou en première intention, on va réaliser également une CGH microarrêt. Vous en avez entendu parler, CGH? Donc, il est en fonction des centres de diagnostic prénatal. On réalisera en première intention un karyotype et éventuellement une CGH en deuxième intention ou une CGH en première intention, mais en tout cas, on ne peut plus se passer de la CGH puisqu'elle double le nombre d'anomalies chromosomiques que l'on voit par rapport au karyotype standard.
cette même cette même CGH va pouvoir dépister des délétions qui emporteraient un des gènes de la voie IGF-1, ou son récepteur donc. Et dans les autres causes fétales, hors anomalie chromosomique, il y a les maladies que j'ai symboliquement fait 2 classes. Celles qui concernent une anomalie de la croissance osseuse, donc une chondrodysplasie, on appelle ça une chondrodysplasie, et dont on va voir soit à l'échographie, soit aux autres imageries qu'on va pouvoir faire, notamment un scanner 3D, 3 dimensions, des anomalies squelettiques osseuses qui vont souvent permettre de faire un diagnostic, qui sont en général isolées, c'est-à-dire c'est une pathologie de l'os qui entraîne un retard de croissance intra-utérin. Et puis, il y a le retard de croissance intra-utérin qui peut rentrer dans le cadre d'un syndrome malformatif plus général. Et je vais vous en donner un exemple. Donc pour les ostéochondrodysplasies, c'est celles qui sont, certaines d'entre elles peuvent être dépistées dès le premier trimestre, et je vais vous montrer quelques exemples. Eh bien non, on va commencer par la carence en cholestérol. Je ne vois pas la diapositive suivante là. Ça ne marche pas. Donc, on va commencer juste par cet exemple ici de carence en cholestérol qui entraîne le syndrome de Smith-Lemie-Opitz. Pourquoi? Parce que c'est un exemple extrêmement intéressant, ce syndrome de cause génétique, donc c'est une maladie génétique, qui entraîne un défaut métabolique, et ce défaut métabolique va non seulement expliquer le retard de croissance, c'est un déficit, en fait, ce syndrome-là qui s'appelle Smith-Lemie-Opitz, est dû à une mutation récessive dans un gène qui s'appelle déhydrocholestérol réductase 7, qui est en fait la dernière enzyme de l'étape de synthèse du cholestérol. Donc quand on a une mutation homozygote sur ce gène, on ne fabrique pas, ou beaucoup moins de cholestérol. On peut faire le diagnostic en dosant le cholestérol chez le fœtus, même dans le liquide amniotique. Et donc non seulement ça va être responsable d'un retard de croissance intra-utérin, qui est le premier signe d'appel avec une microcéphalie, mais aussi d'autres malformations, et vous allez voir pourquoi. C'est le lien qui est intéressant. Ces autres malformations sont, comme vous pouvez le voir ici, une polydactylie. Vous voyez qu'ici, il y a 6 doigts et une hexadactylie. Des anomalies urogénitales, avec souvent un hypospade ou un micropénis. Une dysmorphie, il peut y avoir des anomalies cardiaques, il peut y avoir des anomalies cérébrales du système nerveux central. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur le cholestérol? On sait que quand il y en a trop, c'est pas bon. Voilà, le message est bien passé. Mais il faut savoir que le cholestérol est indispensable pour le développement du fœtus, notamment lors de l'organogénèse. Et un des exemples que l'on connaît bien de lien entre cholestérol et développement, c'est que le cholestérol est indispensable pour la voie de signalisation majeure du développement de Sonic Hedgehog, puisqu'il permet son clivage, et si cette protéine n'est pas clivée, elle n'est pas active, et elle est clivée par le cholestérol. Je crois que je vous l'ai déjà donné comme exemple à un cours précédent. Qu'est-ce qu'avait démontré M. Roux en 1980? C'est que quand on inhibait la synthèse de cholestérol chez des rats, ça entraînait un retard de croissance, mais surtout une malformation cérébrale. Et du coup, on a eu, bien des années après, le modèle humain de ça, avec des mutations dans le gène des hydrocholestérol réductase qui peuvent également entraîner une holoprosencéphalie. Et on connaissait déjà, j'allais dire, on avait déjà l'explication, puisqu'on savait que l'inhibition de la synthèse de cholestérol donnait déjà une holoprosencéphalie chez les rats. Donc cette voie de signalisation, ici, sonique qui est clivée par le cholestérol, va, si cette voie n'est pas activée, donc c'est toute cette voie-là qui est déficiente, et il y a d'autres gènes dans cette voie de signalisation qui, lorsqu'ils sont interrompus,
vont donner des anomalies similaires à celles du Smith-Lemay-Opitz. C'est un autre syndrome qui est ici dû à une mutation dans ce gène-là. Vous voyez qu'il y a aussi une polydactylie et des anomalies cérébrales. Donc, ce qui était intéressant dans cet exemple, c'est qu'on vous montre à la fois la carence en cholestérol, ce que ça peut donner. C'est une cause métabolique, mais c'est à la fois une cause métabolique qui va agir sur une voie de signalisation du développement, qui explique pourquoi ces fœtus présentent ces malformations. Et on passe cette fois-ci aux causes osseuses fœtales. Donc, il y a des maladies du fœtus qui vont donner un retard de croissance intra-utérin sévère, dépisté au premier trimestre. Comme la dysplasie campoménique, c'est la plus fréquente. Et vous voyez ici que ce retard de croissance intra-utérin va s'accompagner d'anomalies osseuses à type de dysplasie. Les autres signes qui vont faire évoquer ce syndrome, à part ces os qui sont tordus, ça va être la réversion sexuelle, surtout qui se voit chez un garçon, et les anomalies au niveau de la face, avec un tout petit menton, un micro-rétrognatisme qui rentre dans le cadre d'un syndrome de Pierre-Robin. Et cette association évoque une mutation du gène SOX9. Quand on confirme ce diagnostic, c'est rassurant pour le couple puisque en général, ces mutations surviennent de façon accidentelle et les parents n'en sont pas porteurs, ce qui est rassurant pour les grossesses suivantes. Deuxième cause en termes de fréquence des retards de croissance intra-utérin précoce, le nanisme thanatophore. Le nanisme thanatophore, c'est un nanisme létal, incompatible avec la survie. Et si vous voyez ici donc, ce fœtus, il a une platyspondylie, les vertèbres sont aplaties. Il y a d'autres signes radiologiques qui permettent de faire le diagnostic, mais si vous regardez ce fœtus, comme ça, intuitivement, même sans être généticien ni dysmorphologiste, vous voyez que ça ressemble quand même à ce que vous connaissez classiquement du nanisme. Point, les nains. Donc ça ressemble avec la macrocéphalie, le thorax qui est court et étroit. Et en effet, ce nanisme thanatophore est dû au même qui est létal, cette forme-là qui est létale, est due à des mutations dans le même gène que le gène du nanisme non létal, FGFR3. Donc c'est la forme létale du nanisme. Troisième maladie à connaître, c'est une anomalie de modelage des os, puisque les os sont formés principalement par du collagène, et un défaut de synthèse ou de fonction de ce collagène, ça s'appelle donc des collagénopathies, entraîne une ostéogenèse imparfaite. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler de l'ostéogenèse imparfaite, qui s'appelle aussi la maladie des os de verre, dont il existe des formes extrêmement variables tout au long de la vie, avec des degrés de sévérité variables, des individus qui ont eu quelques fractures, des individus qui ont eu 40, 50 fractures. Et puis cette forme létale d'ostéogenèse imparfaite, qui est donc incompatible avec la survie, et qui est due donc, dans la grande majorité des cas à des mutations dans le gène COL1A1 et COL1A2. Et dernier exemple, l'achondrogénèse. L'achondrogénèse est liée à des mutations dans des gènes qui entraînent un défaut d'ossification. Ce que vous pouvez voir chez ce fœtus qui a un gros retard de croissance intra-utérin, c'est que le squelette axial ici, lui, n'est pas formé. On ne le voit pas. On ne voit pas les vertèbres, on ne voit pas l'ossification du crâne. Donc, à la radio, on va avoir un défaut d'ossification du squelette axial. Je vous rappelle qu'à ce terme-là, on voit le squelette axial, normalement. Et donc la chondrogénèse. Donc au total, la croissance fœtale dépend de plein de facteurs et multifactoriels. Elle peut être due à des facteurs maternels, placentaires, fœtaux ou des causes exogènes. Et que tout écart de croissance va être un signe d'appel qui va entraîner une surveillance et des explorations qui doivent comprendre au minimum un karyotype et une CGH si le couple le souhaite. Et si vous voulez en savoir plus ou avoir un résumé, vous pouvez
pour avoir une synthèse, regardez le livre d'embryologie humaine de Ferenczi-Razavi. Voilà.